Je travaille dans un hôtel de la région de Los Angeles, qui a récemment été le théâtre d'un des accidents les plus étranges dont j'ai jamais entendu parler. Quand je dis récemment, ça pourrait être arrivé hier ou il y a 5 ans de cela. Je reste volontairement vague afin de protéger mon emploi et l'identité de mon employeur. Ne vous fatiguez pas à essayer de trouver l'endroit où cela s'est produit. Les rares récits de l'incident ont été rapportés d'une manière complètement différente de la façon dont cela s'est passé. Je raconte cette histoire pour faire comprendre à tous ceux qui la lisent que la vie peut s'éteindre comme une bougie, instantanément et sans avertissement. Ceci étant dit, venons-en à l'histoire. Lorsque l'affaire s'est déroulée, j'avais 27 ans et je travaillais dans un hôtel depuis environ 3 ans. J'avais commencé comme groom, mais quand l'opportunité de travailler au comptoir s'est présentée, je l'ai saisie. Puis, quelques semaines plus tard, lorsqu'un poste permanent s'est libéré, les managers me l'ont proposé. Mes supérieurs et moi-même avons tout de suite compris que j'étais beaucoup plus apte au travail de bureau. Bien que j'ai toujours fait mon travail au mieux de mes capacités. J'aimais aider les gens à résoudre leurs problèmes, bien plus que de monter et descendre avec leur bagage en main. Pardonnez-moi d'insérer des informations me concernant. Mon seul but étant de poser un peu la trame de fond avant de plonger tête la première pour vous raconter cette histoire complètement dingue. En dehors des spécificités de ma carrière, l'hôtel lui-même a toujours été un environnement de travail paisible et équitable. Toutes les personnes qui y travaillaient faisaient de leur mieux au quotidien pour garantir l'intimité et la sécurité des résidents. Malheureusement, le jour où cela s'est produit, notre niveau de service habituel s'est révélé insuffisant, bien que sans faute ou négligence de notre part. Je suppose que je vous ai fait suffisamment patienter. Allons au cœur du sujet maintenant. Mon assistante et moi-même venions d'enregistrer l'un des clients en question 1 heure plus tôt. L'autre homme était dans sa chambre depuis la nuit précédente, apparemment complètement ivre. Les clients voisins déclarèrent plus tard avoir entendu des bris de verre vers 5 heures du matin. Quand j'ai entendu pour la première fois le son de l'impact, j'étais au bureau en train de remplir la paperasse habituelle du matin. Le retentissement du coup de feu me fit bondir de ma chaise. Sur le coup, je me précipitai dans le hall, demandant à tous les employés que je voyais s'ils savaient d'où cela pouvait provenir. Mais personne n'en était sûr. Heureusement, le hall d'entrée était désert, car il était encore trop tôt. Quelques minutes plus tard, une des employées du service de nettoyage appela la réception, qui me contacta à son tour afin que je prenne en charge l'appel. L'employée m'expliqua qu'alors qu'elle travaillait dans l'une des armoires à linge du 5e étage, elle avait entendu un bruit sourd qui ressemblait à un coup de feu provenant d'une pièce située de l'autre côté du couloir, proche de la sienne. Aussitôt, mon assistante et moi courûmes jusqu'au 5e étage pour frapper à la porte de la pièce que nous soupçonnions d'être à l'origine du coup de feu. Mais nous ne reçûmes aucune réponse. En conséquence, j'insérai ma clé de secours, tout en annonçant discrètement notre entrée, juste au cas où nous nous serions trompés. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Même si j'avais compris qu'il s'agissait d'une arme, rien ne m'avait préparé à ce que j'allais voir. Et c'est en tournant le regard vers l'angle à droite de la pièce que j'avais vu son corps. Le monsieur avait apparemment mis un pistolet dans sa bouche et appuyé sur la gâchette. Il était manifestement parti depuis longtemps. Ainsi donc, je demandai à mon assistante d'appeler le 911 et la pria d'emprunter l'entrée de service pour repartir, afin de ne pas attirer l'attention. On pourrait considérer cela comme un acte grossier, mais mon travail consistait à penser à la réputation de l'hôtel, indépendamment de mes sentiments personnels. Je suis sûre que l'homme s'en fichait. Il a mis fin à ses jours dans un lieu public. Il aurait dû savoir qu'un pauvre employé tomberait sur lui. Il n'avait manifestement aucune considération pour les autres. Que vous le sachiez ou non, des gens meurent régulièrement dans les hôtels. La police et les ambulanciers connaissent donc très bien ces pratiques. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre, ils ont fait leur travail. Et peu après que les ambulanciers aient emporté le corps, ils nous autorisèrent à nettoyer la chambre. Et dans l'heure qui suivit, tout était redevenu comme avant. Comme je l'ai déjà mentionné, nous étions très expérimentés dans les nettoyages après la mort, peu importe la façon dont les personnes trépassaient. J'étais un peu secouée, mais je faisais de mon mieux pour rester calme. En tant que chef de groupe, je ne pouvais pas me permettre que la situation devienne incontrôlable. Quiconque se sentait incapable de continuer à travailler avait été autorisé à rentrer chez soi. Les autres assistèrent à une courte réunion au bureau, ce qui permit à chacun d'exprimer ses inquiétudes. La séance avait duré 1 heure,
après quoi nous nous étions tous remis à nos tâches respectives. Nous avions tous essayé de reprendre le cours normal de notre journée ce matin-là, mais c'était jusqu'à ce que l'horloge ne sonne 11 heures. Tout de suite après, je reçus un appel d'une autre fille en charge de l'entretien des chambres, visiblement bouleversée, tout en sanglotant. Elle m'expliqua que c'était en entrant pour nettoyer une chambre située au 6e étage qu'elle venait de trouver un homme qui semblait mort gisant sur le sol. Je suis convaincue que vous vous êtes tous dit la même chose. Ce n'est pas possible. On se paye ma tête. Eh bien non, pas du tout. Ce n'était clairement pas le cas. Ainsi cette fois-ci, j'ai appelé les flics moi-même. Et en l'occurrence, ils ne se sont pas fait prier et sont passés de nouveau par l'entrée de service pour me rejoindre dans la chambre. Je présume qu'ils étaient quelque peu suspicieux, compte tenu des circonstances, car c'étaient les mêmes détectives qui étaient revenus investiguer sur l'affaire. Je les ai laissés faire leur travail et je me suis remis au mien. À défaut d'être secoué, je commençais à être confus. Habituellement, les hôtels n'ont pas 2 décès le même jour sans lien, et les chances pour qu'ils ne le soient pas sont astronomiques. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre que les inspecteurs me contactent et me fassent savoir ce qu'il en était. Au bout d'1 heure, l'un des inspecteurs frappa à la porte de mon bureau. Ce qu'il m'a raconté ensuite reste, et restera sans doute l'une des histoires les plus hallucinantes qu'il m'ait été donné d'entendre. D'après ce que nous avons pu constater, la balle qui a été tirée ce matin au 5e étage a traversé la tête de l'homme, traversé le mur, puis a traversé le sol en diagonale de la chambre de l'autre personne. Il a touché au cœur. Ce matin, nous n'avions pas pu trouver la balle, et nous avons donc pensé qu'elle était restée coincée dans le sol quelque part. Il est mort en moins d'1 minute. Le pauvre homme n'a rien vu venir. C'est sans doute pour cela qu'il avait une telle expression de surprise sur son visage. Croyez-le ou non, c'est le premier cas de ce genre que je traite. C'est triste, mais cela nous rappelle que la vie est une chose précieuse et qu'elle peut s'arrêter en un clin d'œil. Je m'assure toujours de dire à ma femme que je l'aime chaque fois que je pars au travail, même si nous nous disputions. C'était tout. Puis il me salua et repartit. J'étais restée bouche bée. Je pensais vraiment avoir tout entendu en grandissant à Los Angeles, mais on venait de me prouver le contraire. J'ai ressenti de la peine pour les 2 pauvres types, mais le second ne faisait que vaquer à ses occupations. Il ne faisait de mal à personne, et il s'est avéré qu'il était en ville dans le but d'assister aux funérailles de sa mère. Désormais, sa famille allait devoir assister à 2 funérailles. L'identité de l'homme qui était à l'origine de tout ce gâchis fut retrouvée 1 semaine plus tard. Il s'agissait d'un gars du coin qui venait de perdre toutes ses économies, qu'il avait investies dans une affaire d'escroquerie. La note que les officiers ont trouvée sur lui indiquait qu'il avait commis cet acte dans l'hôtel, afin que ses enfants ne puissent pas le retrouver. Je peux le respecter pour cela, mais néanmoins, il n'a pas pris la peine de penser à nous, au modeste personnel de l'hôtel, qui allait devoir faire face à sa cervelle pulvérisée sur le mur de la chambre. Je réalise que je semble plutôt dur, mais vous savez, je vois toujours ce type dans mes rêves, et ce n'est pas cool, croyez-moi. Comme je l'ai mentionné au début, j'ai publié cette histoire pour attirer l'attention des lecteurs de ce site sur le fait que nous pouvons mourir à tout moment et à tout âge, que ce soit d'une grippe ou d'une balle perdue. S'il vous plaît, gardez en tête que la vie n'a pas de garantie ni de promesse. Je me suis récemment souvenu d'une chose que l'inspecteur m'avait dite. Je m'assure toujours de dire à ma femme que je l'aime, chaque fois que je pars au travail, même si nous venons de nous disputer. Exprimer son amour ne pourra jamais faire de mal. Depuis lors, je m'assure toujours de faire la même chose avec ma femme. Il se peut que vous ayez un être cher dans votre vie et que vous souhaitiez essayer. Cela ne peut vraiment pas faire de mal. Il n'y a pas si longtemps de cela, j'avais emménagé dans une nouvelle ville et j'étais à la recherche d'un emploi. Je m'étais arrêtée dans un hôtel situé sur la côte et j'étais rentrée pour voir s'ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler à la réception. L'intérieur de l'hôtel était vide, sombre et dégageait une odeur de renfermé. L'homme derrière le bureau avait un accent très prononcé
et j'éprouvais des difficultés à le comprendre. Il semblait être la seule personne présente dans tout le bâtiment. De l'endroit se dégageait une atmosphère étrange. Mais j'étais quand même restée pour remplir le formulaire et le retourner le plus vite possible. J'avais également ressenti qu'il me regardait fixement pendant tout ce temps. Puis l'homme marmonna quelque chose dans sa barbe et prit mon dossier de candidature. Après mon départ, j'avais décidé que je n'accepterais certainement pas le job, en raison de l'étrangeté de la situation. En outre, je regrettais vraiment d'avoir laissé mon numéro de téléphone, mon adresse et d'autres informations personnelles sur le formulaire de candidature. Plus tard, dans la soirée, vers 22h, alors que j'étais chez moi en train de regarder les Jeux Olympiques dans mon salon, je m'étais levée pour me diriger vers ma chambre afin de retirer mon téléphone de son chargeur et avait remarqué que je venais à peine de recevoir un appel manqué. C'est étrange que quelqu'un m'appelle si tard. J'avais néanmoins recomposé le numéro pour satisfaire ma curiosité. Une femme à l'accent prononcé répondit et exigea de savoir qui l'appelait. Poliment, je lui répondis que je venais de recevoir un appel en absence, émanant de son numéro de téléphone. Et sans crier gare, elle se mit à crier « Non, 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 Samantha !» à plein poumon et raccrocha. Cela m'avait fait flipper qu'elle ait utilisé mon nom au milieu de ses propos déjantés. Mais je m'étais dit qu'il s'agissait sûrement d'un drogué qui s'était trompé de numéro. Ensuite, je pris mon téléphone avec moi dans le salon et me rassis. C'est alors que mon téléphone se remit à sonner. Je décrochai, et à l'autre bout du fil, j'entendais l'homme de l'hôtel qui hurlait mon nom en boucle. Il hurlait à plein poumon et je pouvais entendre également la femme hurler aussi. J'avais réussi à capter des brides de ce qu'ils disaient, mais entre leur accent et leurs cris, c'était difficile de tout saisir. Je me souviens avoir compris. « Dérangé, mon téléphone. Dérangé, votre vie. Vous pouvez t'asseoir. » Et c'est à peu près tout. Après avoir raccroché très vite, j'ai commencé à péter les plombs. Fort heureusement, je ne disposais pas de messagerie, de sorte qu'ils ne purent pas inonder ma boîte vocale. À minuit environ, mon mari était arrivé à la maison. Quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, il s'était mis à rire tout en me disant que ces personnes devaient être probablement sous l'emprise de la drogue et qu'elles avaient composé mon numéro de téléphone pour me faire tourner en bourrique. Je détestais vraiment le fait que ces individus soient en possession d'une bonne partie de mes informations personnelles. Mais je supposais qu'ils étaient trop cinglés pour faire quoi que ce soit d'autre que de passer des coups de fil effrayants la nuit. J'avais fini par me calmer suffisamment pour finalement m'endormir vers 3h du matin. Une demi-heure plus tard, les aboiements et les grognements de ma chienne, qui chargeait la porte arrière, me réveillèrent. Je sus immédiatement que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle n'avait jamais agi de la sorte et qu'elle était particulièrement bien entraînée. C'est en nous précipitant, mon mari et moi, dans le salon, que nous avons vu une main qui passait à travers la porte du chien, griffant le carrelage. Comme je m'étais mise à crier, mon mari me saisit par la main. Aussitôt, nous nous rendîmes dans la chambre à coucher, verrouillant immédiatement la porte à clé. Ensuite, j'appelai la police, et heureusement, ils arrivèrent en moins de 10 minutes. L'homme était parti depuis longtemps, mais je savais exactement de qui il s'agissait. Je fis ma déclaration à la police et leur montrai mon historique d'appel. La police tenta de localiser l'appel via le numéro de téléphone, mais comme le type avait utilisé un téléphone jetable prépayé, il n'y avait pas grand-chose à faire. Lorsque la police quitta les lieux, il était environ 5h30 du matin. Ce qui ne me dérangeait pas, de toute façon, nous n'aurions pas pu nous rendormir. Quelques heures après, mon mari, encore très en colère, et moi-même avions décidé de nous rendre à l'hôtel pour essayer d'obtenir des informations sur cet homme et d'informer le personnel que ce type était cinglé. Sur place, le responsable nous apprit que l'homme que je venais de décrire avait déjà été licencié il y a 1 an de cela pour avoir harcelé une femme de ménage. Oh mon Dieu, que faisait-il donc dans le hall d'entrée la semaine dernière ? En vérifiant les caméras de sécurité, ils découvrirent qu'il se promenait constamment dans l'hôtel et qu'il fixait les fenêtres. Et je suppose qu'il avait dû se faufiler à l'intérieur au moment où le gérant avait quitté le comptoir et que j'étais entrée dans l'établissement sur ces entrefaites. Aussitôt, le manager saisit la police de l'affaire, porta plainte contre lui pour violation du droit de propriété. Au moins maintenant, la police est à sa recherche. À ce moment précis, j'étais en larmes. J'avais donné toutes mes coordonnées à un fou qui me harcelait et me traquait.
Je reçois encore des appels téléphoniques de numéros étranges pendant la nuit, mais heureusement, il n'a plus pointé le bout de son nez chez moi pour autant que je sache. Dans la foulée, je contactais les personnes que j'avais citées comme référence dans mon dossier de candidature pour les informer de ce qui se passait. Apparemment, mon ancien patron avait reçu un message vocal aux alentours de 2 heures du matin ce lundi, message dans lequel on entendait une respiration lourde et des gémissements étranges. La semaine dernière, je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis à bout de nerfs et je sursaute chaque fois que mon téléphone sonne ou bien lorsque j'entends mon chien aboyer. Cela s'était produit pendant l'été, et je crois que j'avais environ 12 ans à l'époque. Je séjournais dans l'un des hôtels d'une ville assez grande avec ma mère et mon jeune frère. Notre intention était de rendre visite à notre famille élargie, mais néanmoins nous avions choisi de ne pas dormir chez eux. Mon frère est bien plus jeune que moi. Ainsi, on me chargeait donc généralement de garder un œil sur lui. Le jour où nous sommes arrivés, ma mère me pria de le surveiller, tandis qu'elle nous enregistrait et récupérait la carte clé de notre chambre. Ainsi, mon frère et moi, nous étions assis sur le canapé dans le hall d'entrée pour nous reposer un peu. Alors que nous étions assis, un homme d'une 40aine d'années entra dans l'hôtel. Le canapé sur lequel nous nous trouvions faisait face aux portes de l'hôtel, ce qui me permit de bien le voir. Je me souviens qu'il était d'apparence moyenne, au physique banal, mais la description minutieuse de ses traits aurait pu donner lieu à différents clichés. Le gars entra et s'assit sur l'autre canapé en face d'une autre. Je n'y avais pas prêté attention plus que ça, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il ne s'était pas présenté au comptoir de la réception de l'hôtel pour commencer, mais qu'il était simplement entré et s'était assis. Cela m'avait mis un peu mal à l'aise. Je croyais qu'il nous avait suivis à l'intérieur. Heureusement, à cet instant, ma mère nous appela pour nous dire que notre chambre était prête. Alors, nous avons quitté le hall pour nous y rendre. Et peu de temps après, on sortit de l'hôtel pour rejoindre la famille. Et pour le reste de la journée, j'oubliais le type. À notre retour, vers 7 heures, ma mère nous proposa d'aller nous baigner dans la piscine de l'hôtel. Illico, nous étions tous retournés dans nos chambres pour nous changer, puis direction la piscine. À peine quelques minutes après que nous soyons entrés dans l'eau, le même homme d'avant était entré et s'était assis. Il portait un jean et un pull. Il était donc évident qu'il n'allait pas se baigner. Encore une fois, nous n'en avions pas fait grand cas, jusqu'à ce que je voie ma mère visiblement inquiète me le montrer du doigt et me dire que s'il ne partait pas dans les 5 minutes, nous devrions retourner dans nos chambres. 5 minutes plus tard, il était toujours là. Alors nous prîmes nos affaires pour partir. À ce moment-là, il était alors près de 8 heures. Nous avions loué un film et prévu de le regarder dans la chambre, puis d'aller immédiatement nous coucher. J'avais remarqué que ma mère était un peu sur les nerfs, parce que l'homme nous regardait, et j'étais devenu un peu plus inquiet moi aussi. Au beau milieu du film, ma mère s'est levée pour aller prendre une douche. Tandis qu'elle se douchait, quelqu'un frappa à la porte et dit d'une voix haut perchée : « Personnel de ménage ?» J'avais trouvé bizarre que le personnel de nettoyage vienne si tard, mais nous avions besoin d'une autre serviette, alors j'ouvris la porte. J'aurais aimé ne pas avoir été aussi stupide. C'était le type flippant. Il me sourit et me fit un petit signe de la main. Et moi, j'étais restée plantée là, immobile. Mon mental en mode automatique, focalisant sur les pires situations possibles, enlèvement, torture, etc. Puis j'ai entendu l'eau de la douche s'éteindre. Le type qui se tenait là depuis un petit moment me dit : « Comment s'est passée ta baignade ?» Au même instant, ma mère sortit de la douche, vit l'homme, me tira en arrière, claqua la porte, la verrouilla, puis appela la réception pour dénoncer le type. Je lui demandai d'appeler la police, mais elle ne voulut pas m'écouter. Elle suggéra ensuite que nous changions de chambre, puis on entendit des bruits de pas dans le couloir qui s'éloignaient de notre chambre. Fort heureusement, le type avait fini par partir. Après quoi, on nous transféra dans une nouvelle chambre d'hôtel. Et on ne revit plus jamais le type.